20h, 21h, France Info, Les Informés, Jean-François Aquili, Bérangère Bonte. Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Informés. On est ravis d'être ensemble avec vous jusqu'à 21h en radio et en télé sur le canal 27. Et évidemment, bonsoir à vous Jean-François Aquili. Bonsoir Bérangère Bonte. Ce soir au programme avec nos informés, la clarification bienvenue ou la nouvelle guerre de religion. L'abaya n'entrera plus à l'école, en tout cas, décision confirmée par Gabriel Attal. Avec celle de Gérald Darmanin, c'est en tout cas la rentrée de deux ambitieux du gouvernement qui n'ont ni le même mentor, ni la même cible. La France qui reste au Niger, Emmanuel Macron qui maintient l'ambassadeur à Niamey malgré l'ultimatum des putschistes qui a expiré hier soir. Nous serons en ligne tout à l'heure avec Jean-Christophe Rufin, écrivain, académicien, médecin, ancien diplomate, qui a été ambassadeur au Sénégal et en Zambie. La France, terre de sport. Emmanuel Macron en rêvait après un sombre week-end en athlétisme, en basket aussi, et à un empile des Jeux paralympiques. On se demandera quel peut être l'objectif des tricolores pour les Jeux olympiques et les paras. Et là, c'est Jean Galfione qui viendra nous éclairer. Évidemment, la lumière vient comme chaque soir de nos informés qui sont ce lundi Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, Jonathan Boucher-Peterson, éditorialiste politique à Libération, Elisabeth Pinault, journaliste correspondante à l'Élysée, et Matignon pour Reuters. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir. Aucun élève n'entrera donc plus dans un collège avec une abaya, ni dans un lycée. C'est un signe d'appartenance religieuse. C'est ce que dit le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a confirmé ce matin son annonce, faite hier aux 20h de TF1. C'était lors de la traditionnelle conférence de presse à une semaine de la rentrée scolaire. Notre école est testée continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair, et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Voilà, notre école est testée, dit Gabriel Attal. Jean-François Aquili, plus d'abaya. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors, il ne nous a pas dit grand-chose, le ministre de l'Éducation, sur les modalités d'action à venir, circulaire, décret, loi. Nous verrons bien. Les personnels de l'Éducation nationale seront, que ce soit les professeurs, les enseignants, les responsables d'établissements, formés par vagues successives jusqu'en 2027. Comment ça va se passer dans chaque établissement ? Est-ce qu'il y aura des négociations avec les élèves, avec les familles ? Y aura-t-il une sorte de, pourquoi pas, de police vestimentaire qui va camper à l'entrée des établissements et barrer la route aux éventuels élèves récalcitrantes ? En tous les cas, les enseignants, les responsables d'établissements attendaient une réponse claire face à ce phénomène qui va grandissant. L'abaya, c'est cette robe traditionnelle, il faut le rappeler, qui a été importée des pays musulmans, du Golfe Persique, mais également du Maghreb, très en vogue chez les jeunes. Vous pouvez les acheter en ligne très facilement. Problème, est-ce qu'au regard de la loi sur la laïcité, on va en débattre, de la laïcité de la loi de 2004, est-ce que c'est un vêtement à caractère religieux? Que dit la loi? Elle parle de voile islamique, de kippa, de petite croix, mais pas d'alaya, pas d'abaya. En réalité, c'est au choix de celle qui le porte, qui décide d'en faire ou pas une sorte de symbole religieux, voire un élément de prosélytisme. Ça existe. Que dit le CFCM, le Conseil français du culte musulman? L'abaya est un signe culturel, dit le CFCM, pas religieux. On est en train de courir derrière un fantôme vestimentaire, c'est ce qu'a dit sur France Info Tarek Oubrou, le grand imam de la mosquée de Bordeaux, qui estime qu'on ne s'attaque pas au passage au fond du problème. Toujours est-il que Pape Ndiaye a quelque peu enjambé ce débat auparavant. Gabriel Attal, lui, y voit un geste religieux qui vise à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque, dit-il, que doit être l'école. Eh bien, le ministre de l'Éducation a tranché avec fermeté. Voilà pour la situation. Alors, les informés, on a évidemment envie d'avoir
Votre sentiment sur cette division et sur cette décision qui divise, on y viendra dans un instant, à gauche, même au sein des réactions, dans les réactions syndicales, on a clairement les chefs d'établissement d'un côté, peut-être les enseignants de l'autre. Globalement, Elisabeth Pinault, pour l'agence Reuters, il y avait un besoin de clarifier cette question-là. On dit que les signalements ont explosé l'an dernier. Oui, je pense qu'il y avait besoin d'une clarification pour les chefs d'établissement. Je pense que la clarté et ce choix de la clarté du ministre Gabriel Attal, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, je pense qu'il a fait d'abord un signe politique. Parler de laïcité, de prime abord pour sa première conférence de presse, et tout de suite d'être clair sur ce point-là, à destination des chefs d'établissement, devant un phénomène qui est grandissant, mais néanmoins très limité. J'ai lu quand même que ça concernait 150 lycées et collèges sur plus de 10 000. Donc il faut quand même garder raison et garder proportion sur ce sujet qui est évidemment très délicat. On l'a vu dans les réactions de la classe politique, mais je pense que c'était peut-être utile, en tout cas il y avait une volonté politique de la part de Gabriel Attal d'être très clair sur ce point et de se placer comme le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui est là au service des chefs d'établissement et pour qui la laïcité est un point intangible. Henri Vernet, est-ce qu'on est arrivé au bout du le questionnement, est-ce que c'est un habit religieux ou pas ? Non, on n'est pas arrivé au bout et les débats, on pourrait même dire qu'ils ne font que commencer parce qu'on voit bien, vous-même, dans la description que vous avez faite il y a quelques minutes, vous avez bien montré à quel point ça reste assez flou, à la fois dans la forme même du vêtement, sans jeu de mots, et puis en effet dans l'utilisation, dans l'intention des jeunes filles, des jeunes femmes qui le portent et qui se montrent ainsi à l'école. Parce que d'abord, le porte-t-on avec un voile ou pas ? Le voile, bien évidemment, ça, il faut le laisser au portail avant d'entrer, de pénétrer dans le collège ou dans le lycée. Mais on voit bien d'ailleurs que c'est un instrument, enfin un vêtement qu'on récupère très vite. Mais l'abaya en tant que telle, je crois que ça a été abondamment rappelé par Rector Tobrou, mais par d'autres représentants d'associations cultuelles, ce n'est pas en soi un vêtement religieux. Et on voit déjà que c'est là que mettront l'accent les multiples auteurs des recours qui vont pas manquer maintenant de se produire. Parce que ce qui était intéressant comme mot parmi les mots qu'a prononcé Gabriel Attal, c'est ce côté testé. On voit bien que là on est dans un projet un petit peu politique qui est discerné comme tel, qui est identifié comme tel par ce gouvernement. C'était déjà le cas de Jean-Michel Blanquer. Pape Ndiaye, lui, est arrivé avec une optique tout à fait différente. Et là, on voit un Benjamin Attal, mais également Emmanuel Macron reprend du terrain sur ce côté-là. Et donc, c'est résister à ce test. Mais c'est vrai qu'on est là dans une affaire qui est éminemment politique. Donc, les débats, ils ne font que commencer. On va venir vers vous dans un instant, Jonathan Boucher-Peterson. Vous nous direz s'il fait du Blanquer, Gabriel Attal. Mais d'abord, le fil info, puisqu'il est 8h20. Emmanuel Langlois. Et le trafic des trains et des poids lourds suspendu entre la France et l'Italie depuis ce matin après un spectaculaire éboulement de rochers. Ça s'est passé en vallée de Maurienne, dans le département de la Savoie. Après un épisode caniculaire suivi de fortes pluies, le retour à la normale pourrait lui prendre plusieurs jours d'après les autorités. Mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux et faire bloc sur la laïcité. Gabriel Attal présentait ce matin ses priorités. Première conférence de presse et baptême du feu pour le tout nouveau ministre de l'Éducation. Sans surprise, la NUP a réagi sur l'interdiction de l'abaya en ordre dispersé. Des élus du PS et du PCF l'approuvent, notamment au nom du principe de laïcité. La France insoumise dénonce une décision islamophobe et Europe Écologie Les Verts une stigmatisation. Les travaux d'une 3e méga-bassine ont débuté aujourd'hui à Prières, dans le département des Deux-Sèvres, 2 jours seulement après l'arrivée à Paris d'un convoi d'opposants à ces retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole et qui font polémique depuis des semaines. Un convoi parti il y a 10 jours de Sainte-Soline également dans ce département des Deux-Sèvres. En Espagne, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée dans l'affaire du baiser forcé du patron du foot espagnol sur Jenny Hermoso, la championne du monde qui avait nié vendredi tout consentement. Enfin, l'Union européenne exprime son plein soutien à l'ambassadeur de France au Niger. Il est toujours en poste alors que les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays ont demandé son départ. L'UE ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch au Niger, rappelle ce soir Bruxelles. France Info. 20h, 21h,
Les Informés, Jean-François Aquili, Bérangère Bonte. Jonathan Boucher-Peterson, comme premier éditorialiste politique à Libération, Henri Vernet disait Gabriel Attal fait du Blanquer, c'est votre sentiment aussi. En tout cas, il s'installe en fait. Il fait plus du Papa Ndiaye. En tout cas, on sent que la période qui était un peu considérée comme une période de flottement, ou en tout cas ou de désescalade sur ces sujets-là, est finie. Moi, je trouve assez sidérant que ça puisse être un des sujets majeurs, structurants, un des piliers de la rentrée scolaire, comme on le rappelait. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est symbolique, c'est un sujet qui doit être traité, c'est un sujet qui est presque, qui est minuscule en fait par rapport aux enjeux. Mais qui doit être traité, vous le dites vous-même. Bien sûr qu'il doit être traité, mais accompagner les chefs d'établissement, c'était déjà le cas, et au fur et à mesure des années depuis 2004, parce que le cadre légal, il reste celui de la loi de 2004. Gabriel Attal, il n'annonce pas une nouvelle loi, a priori. On est plutôt dans l'idée de, après le bandana, qui était, quand il était porté quotidiennement et interprété par les proviseurs comme une manifestation d'un signe religieux, était interdit, parce qu'encore une fois, ça revient sur le proviseur, ça revient sur l'équipe éducative, qui va se retrouver en première ligne, qui va devoir interpréter, parce qu'on ne peut pas, il y a quelque chose qui s'appelle la Constitution, il y a un cadre légal, donc après il y a la politique à côté de tout ça, mais on ne peut pas dire de façon aussi péremptoire que Gabriel Attal, il n'y aura plus d'abaya dans les écoles en France. Vous dites, Jonathan, sujet minuscule. Alors, il y a quelques données qui... Pas la laïcité, mais l'abaya en tant que tel. L'abaya en tant que tel, c'est le prédécesseur, vous l'évoquiez, Papa Ndiaye, qui a avancé prudemment sur la question sans vraiment jamais la traiter. Il a constaté une recrudescence d'atteinte à la laïcité. L'abaya est dedans. L'abaya est dedans. Donc, c'est 500 en moyenne cas par... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire autant le refus d'aller à la piscine, ça veut dire la contestation d'un point du programme scolaire, ça veut dire des choses très différentes et qui ne peuvent pas complètement être mises dans le même sac avec cette seule réponse. Qu'on veuille réaffirmer le principe de la laïcité, moi j'ai pas de problème là-dessus. En revanche, on sent qu'il y a une stratégie politique quand même derrière qui va un petit peu au-delà de simplement on veut apporter notre soutien aux chefs d'établissement, ce qui est quelque chose de légitime. On n'est pas très loin des inquiétudes que formule Sophie Vénétité pour le SNES, secrétaire national du SNES. On va l'écouter et puis je voudrais vous entendre réagir ensuite. Quand on regarde l'ensemble des problèmes que connaît, des sujets, je dirais, que connaît aujourd'hui l'éducation nationale, passer autant de temps sur les abayas, oui, c'est disproportionné. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un sujet dans certains établissements. Je l'ai dit, on va pas le sous-estimer, on ne va pas le surestimer non plus. Et on va quand même faire une rentrée, on va manquer de professeurs. On sait qu'il faut recruter 329 000 enseignants d'ici 2030. Donc ça veut dire accélérer sur la question de l'amélioration de conditions de travail et de la revalorisation. Et on nous parle des abayas. La question, c'est est-ce que c'était une priorité, Henri Vernet est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, comme le dit Sophie Vénétité ? Mais on sait très bien que systématiquement, ces sujets-là donnent lieu à des polémiques. C'est très visible parce que ça correspond à quoi ? Ça correspond à des choix de société. Ça correspond à, à une vision politique qui est de dire aujourd'hui quelle est la place de la laïcité, comment s'affirme-t-elle en France. Donc forcément, ce sont des sujets hautement inflammables. Maintenant, moi je partage ce que dit mon confrère, ce que dit Jonathan, et ce que vient de dire surtout cette professionnelle, sur le fait que non, clairement, ce n'est pas la priorité absolue d'une école qui vit une période de grande difficulté. Et ça, on le constate depuis des années. Je veux dire que un petit peu la chute de la France, dans bien des classements internationaux au point de vue scolaire, universitaire, que les difficultés qu'on rencontre dans l'apprentissage des matières fondamentales, que sont le français, que sont les mathématiques, qui ont même disparu au moment des programmes du bac, etc. Bref, l'urgence dans les écoles, dans le système français d'éducation nationale, clairement, c'est vrai qu'il est ailleurs que dans la Baïa. Mais vous n'avez pas l'impression quand même, je m'adresse à tous les trois, que c'est un sujet qu'il fallait peut-être clamper avant qu'il ne se généralise. Il y a de ça, oui, c'est ça. C'est une affirmation du nouveau ministre Gabriel Attal, de sa vision de l'éducation. Ça, oui, c'est une façon de clamper, comme vous dites. Oui, dans son entretien au Point cette semaine, le président Emmanuel Macron abordait d'autres sujets sur l'éducation, qui était un point important de cette interview, en parlant qu'il fallait réinvestir le mois de juin, qu'il fallait éventuellement, pour les élèves en difficulté, revenir à l'école dès le 20 août. On parle des salaires des profs aujourd'hui aussi, après la conférence de presse de Gabriel Attal. Il manque 3000 profs en cette rentrée, ça paraît un peu plus structurant. C'est-à-dire que c'était d'autres promesses d'Emmanuel Macron, parce qu'ils en fait beaucoup. Il a placé l'éducation comme une des priorités de son deuxième quinquennat, donc ça c'est tout à fait louable. Mais on est face à des défis qui sont absolument majeurs. Et on peut pas quand même... On n'a pas eu le Burkini cet été, on l'a d'habitude, on a chaque été. Là, on a une rentrée sur la Baïa.
tout en considérant que c'est un sujet important dans certains établissements, il n'y a aucun problème là-dessus, on ne peut pas dire que ça puisse être un des piliers du discours du ministre de l'Éducation nationale quand on voit la situation dans les lycées, les collèges et les écoles. Après, c'est un choix politique, c'est autre chose. Il y a une attente des Français, ils sont chauffés à blanc. Il y avait une attente des chefs d'établissement, oui, aussi, ouais. et c'est très clair dans la réaction. Mais ça ne change rien pour eux, les chefs d'établissement. Hein. Alors, écoutez, ils vont être en première ligne avec des filles à qui il faudra dire « vous rentrez chez vous » et un dialogue qui va s'engager avec les familles plus ou moins constructif. Oui, ils sont un peu la même réalité. Mais Olivier, ils vont sortir la lettre. Ouais. Olivier Beaufrère, qui est proviseur lui-même et qui est secrétaire national justement du syndicat SNPDEN, écoutez-le, il est vraiment, on va dire, soulagé au moins sur la prise de décision. Après, l'application... Ce que nous attendions, c'était effectivement une position claire et commune, et surtout des éléments d'information pour vraiment préparer la rentrée et lancer la rentrée. Et il faut savoir qu'on a des établissements et des chefs d'établissement en très grande difficulté sur ce sujet, et il est particulièrement important de se sentir épaulé. Elisabeth Pinault, ça va être un enfer pour les chefs d'établissement de régler ces problèmes au cas par cas, surtout dans certains établissements, dans certaines banlieues, si je puis dire, où il y a de nombreux cas concentrés sur des mêmes collèges et lycées. Ouais, il ne faut pas oublier quand même le traumatisme qu'a constitué l'assassinat de Samuel Paty, quand même, pour toute la communauté éducative. On est encore dans ce traumatisme et les réponses à cela. Et le ministre a jugé bon, en effet, de mettre ce sujet qui peut paraître minoritaire sur le devant de la scène. Mais on voit bien, ce proviseur le dit, qu'ils avaient besoin d'une parole claire. Et puis, bon, je crois que le ministère va fournir une lettre pour les parents. En tout cas, les proviseurs ne peuvent pas être seuls face à cette situation. Oui, c'est sans doute seulement dans certains coins, peut-être de Marseille, de la banlieue de Lyon, de Seine-Saint-Denis, où c'est peut-être limité à certains établissements. Mais en tout cas, les proviseurs ne peuvent pas, et les professeurs ne peuvent pas rester seuls face à ce genre de problème très délicat, bien sûr, difficile à régler, mais ils ont besoin d'être soutenus par la hiérarchie, et à la tête de cette hiérarchie, il y a le ministre. En tout cas, c'est un ministre qui marque son territoire par cette rentrée offensive. On va en parler dans un instant. C'est pas le seul d'ailleurs à faire cette rentrée offensive. D'abord le fil info, Emmanuel Langlois à 20h20. C'est un procès qui s'annonce d'ores et déjà comme historique. Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, annonce aujourd'hui de la juge qui présidera les débats. L'ex-président américain est poursuivi pour complot à l'encontre de l'État lors de l'assaut du Capitole. Elisabeth Borne, à l'ouverture de l'université d'été du MEDEF, la Première ministre assure qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, notamment pour les entreprises. Elle l'a dit et redit tout à l'heure, un peu plus tôt dans son discours. Le président du syndicat patronal, Patrick Martin, avait lui dénoncé le projet du gouvernement de reporter la suppression d'un impôt de production. Le Conseil d'État avait demandé son retrait de l'espace public. Le maire des Sables-d'Olonne en Vendée annonce que la statue de l'archange Saint-Michel sera déplacée de quelques mètres sur une parcelle privée récemment vendue à la paroisse par la municipalité des Sables. Et puis prenez vos précautions si vous devez prendre l'avion. Le syndicat majoritaire au sein des Aiguilleurs du Ciel dépose en effet un préavis de grève pour la journée du vendredi 15 septembre, le mois prochain. Il exige, ce syndicat, des revalorisations salariales pour les contrôleurs aériens. Et enfin, la quasi-totalité des stations de ski européennes menacées par la raréfaction de la neige due au changement climatique, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans Nature Climate Change. Ce lundi, en France, 93% des stations des Alpes et 98% de celles dans les Pyrénées seraient concernées, selon le rapport. France Info. 20h, 21h, Les Informés, Jean-François Aquili, Bérangère Bonte. Avec ce soir Elisabeth Pinault, journaliste correspondante à l'Élysée, Matignon pour Reuters, Jonathan Boucher-Peterson, éditorialiste politique à Libération, et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Aujourd'hui en France, je me tourne vers vous, Jean-François Aquili, parce qu'on parlait de cette rentrée de Gabriel Attal. Évidemment, on pense à celle de Gérald Darmanin hier. C'est un duo, un duel, si je puis dire, qui vous inspire quelque part. Et vous nous dites en fait que c'est comme celle d'un jeune Sarkozy et d'un jeune Macron. Oui, il y a deux héritiers en première ligne, indéniablement. Hein. J'espère que vous serez d'accord tous les trois. Complètement, en cette on vous laisse rentrée. parler. Oui, j'ai essayé de faire vite. C'est le bon élève, hein, Gabriel Attal. C'est le premier de la classe. Il est assis devant. Il brille en cette rentrée avec les annonces spectaculaires sur l'école que nous venons d'évoquer. Joli bulletin. Il sera le meilleur, hein, de la classe Macron. Et puis,
il y a l'héritier de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin. Alors lui, c'est le perturbateur, c'est le rebelle. Il est assis au fond de la classe, près du radiateur. Il essaie de se faire entendre bruyamment. Et vous avez Elisabeth Borne, la CPE, hein, autrefois on disait surveillante générale, qui est venue à Tourcoing pour essayer de calmer ses ardeurs. Attal, Darmanin en première ligne. Et leurs mentors qui se sont exprimés effectivement, respectivement, Emmanuel Macron, vous l'évoquiez, Elisabeth Pinault dans Le Point, et Henri Vernet, Nicolas Sarkozy, c'était dans Le Parisien dimanche. Tous deux livrent une sorte de vision assez axée, relativement axée sur l'autorité, avec leurs jeunes héritiers, on l'a vu, qui tentent de s'en inspirer. Oui. Allez-y, parce que et juste un mot encore, chacun incarne une ligne politique en réalité. Gabriel Attal, eh bien, il parle dans les pas du président aux classes, on va dire aux classes moyennes, hein, ceux qui travaillent et qui peut-être ne comprennent pas toujours les aides sociales déversées aux autres. Et puis Gérald Darmanin, lui, revendique les classes populaires. Tous les deux, évidemment, ont l'œil sur 2027, sur Marine Le Pen, qui veut capter tous ces électeurs-là. Attention à eux deux, tout de même. Emmanuel Macron n'aime pas trop les voir briller. C'est lui qui parle en premier. On se demandait quand est-ce que Gabriel Attal et Gérald Darmanin pratiqueront la rupture de leurs mentors Sarkozy et Macron. J'en vois un qui boue, c'est Jonathan Boucher-Peterson. Non, parce que je suis d'accord avec 90%. Je me dis juste qu'ils ne boxent pas encore dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est clairement sur la route. Oui, non, mais même les deux ensemble. C'est-à-dire Gabriel Attal, il occupe le premier gros portefeuille ministériel avec la tutelle très claire de Emmanuel Macron et Brigitte Macron sur les sujets de l'éducation nationale. De l'autre, Gérald Darmanin, oui, c'est clairement la stratégie sarkozyste à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac. Le président fatigué, l'idée qu'il faut occuper le terrain, saturer l'espace médiatique, jouer un peu le mauvais élève. Il a essayé d'obtenir Matignon lors du dernier remaniement, il ne l'a pas eu. D'une certaine manière, ça l'a libéré sur le chemin de 2027 en disant, voilà, si je ne suis pas le fidèle écuyer, je serai le mauvais élève et celui qui, en tout cas, joue sa carte personnelle de plus en plus ouverte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce week-end, ça a plutôt été opération recadrage ou mise sous tutelle que l'éclosion d'un Gérald Darmanin à la rencontre des Français. Henri Vernet, vous entendez là Oui, mais j'ai une petite nuance par rapport à ça, parce que le mauvais élève, il est quand même... je veux dire qu'il est rentré dans le rang assez vite, je trouve, pendant ce week-end, parce qu'il n'a pas trop remué dans les brancards, hein, il est rué dans les brancards. Il aurait pu vraiment se formaliser du fait que... Vous savez, quand Elisabeth Borne est allée sur place, quand elle l'a rejoint à Tourcoing pour son meeting, je veux dire que la veille encore, c'était pas certain. C'était une opération de dernière minute. Mais l'existence même de ce meeting était quand même une forme de... Henri Vernet. Voilà. Pas beaucoup qui le font. Mais il s'est quand même laissé assez cornaquer. Je veux dire que lui-même, imaginons... Courageux, mais pas téméraire. On fait souvent, exactement. Mais il s'est pas montré très téméraire. Gérald Darmanin sait pertinemment qu'il ne peut pas aller trop loin. Il ne peut pas faire ses propositions sur l'immigration, sur la sécurité. Il ne peut pas dépasser le cadre. Écoutez son discours qui était assez généraliste, là-dessus, mais justement. Parce qu'Emmanuel Macron va le recadrer très vite derrière. Il est trop tôt pour démarrer. Mais vous aviez vous-même fait la comparaison avec Sarkozy, Chirac, 2003, 2004, 2005. Mais Sarkozy n'hésitait pas à aller trop loin. Et il s'en fichait d'être recadré. D'ailleurs, il a été à plusieurs reprises. Hein. Je décide, il exécute, etc. Enfin, je veux dire, on a assisté à ces combats-là. On n'est pas là-dedans. Le coup est tiré quand même. Oui, ça, bien évidemment. C'est assez étonnant. En 24 heures d'observer à quel point tout le monde s'est retourné en disant, voilà, il était ambitieux et prenait le large, puis finalement, il se fait rabrouer. Le coup est joué quand même, Elisabeth Pinault. Oui, ça a eu lieu. Enfin, quand on aime la politique comme autour de cette table et que, comme nos auditeurs sans doute aiment aussi, on a passé un bon week-end. C'est très intéressant, toutes ces ambitions. Hier, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, maintenant Gérald Darmanin. Je pense que ça fait partie de son talent de ne pas être allé trop loin parce que c'est encore trop tôt et parce qu'Elisabeth Borne était là, qui elle aussi s'y met. C'est assez intéressant à suivre. Chef de la majorité, chef du gouvernement, d'accord, renouvelé du bout des lèvres, mais néanmoins, on sent qu'elle se prend au jeu politique. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Et c'est vrai que Gérald Darmanin n'a pas remué dans les brocards, mais enfin, il est très tôt, 2027, c'est très loin. Ça fait partie de son talent, je trouve, de ne pas être allé trop loin. Jonathan Boucher-Peterson. Non, juste pour dire que quand même, dans ce match de l'après-Macron, que Macron espère voir commencer le plus tard possible, c'est le principe, il y a quand même pour l'instant Édouard Philippe et le reste du monde, quand même, quoi qu'on en dise. Et juste un tout petit mot Sarkozy, donc, qui apporte son soutien en creux, sans le dire clairement, à Gérald Darmanin en disant je lui souhaite le meilleur. Ce week-end, Sarkozy, il appelle surtout à une union des droites qui irait jusqu'à Éric Zemmour. Donc il faudrait peut-être qu'à un moment, Gérald Darmanin nous explique s'il est complètement raccord avec la ligne de son mentor
aussi, de lui aussi, il compte s'affranchir. Une question à tous les trois, cette tentative de ces deux ministres de parler pour l'un aux classes moyennes, pour l'autre aux classes populaires. Il y a une nuance entre ces catégories de Français. Si d'aventure rien ne se produit dans la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire de façon très concrète sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité et sur le reste, Henri Vernet, c'est peine perdue. C'est-à-dire c'est tout ce qui a fait détester la politique. Complètement, absolument, et ça pourrait même se retourner contre eux. Et ce sera d'ailleurs plus visible, ce serait en tout cas plus visible pour un Gérald Darmanin, dans la mesure où les classes populaires sont celles qui ont le plus d'attentes, qui ont le plus à obtenir. Parce que finalement, elles, les baisses d'impôts promises, ça ne les concerne pas vraiment, dans la mesure où beaucoup des classes populaires, en réalité, ne paient pas d'impôts sur le revenu direct. Elles attendent énormément en termes de pouvoir d'achat, etc. Il n'y a pas que les incantations à la Le Pen, c'est-à-dire sur la sécurité, l'immigration, etc. Il y a vraiment du concret qui est attendu. Donc si, en effet, rien ne vient de ce côté-là, ce sera assez difficile pour lui. En revanche, les classes moyennes... il est quand même difficile de nier que l'essentiel de la politique qui est menée par exemple par un Bruno Le Maire, mais sous l'égide d'Emmanuel Macron, notamment à travers les mesures fiscales, etc., à travers également l'emploi, elles sont justement dirigées, ces mesures-là, plutôt vers les classes moyennes. Donc là, de ce côté-là, je dirais, léger avantage dans la stratégie à un Gabriel Attal. Juste pour finir sur ce sujet, avant avant les infos de 20h30, Jonathan Pouchet-Peterson sous-entendait que Gabriel Attal n'était peut-être pas complètement ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, vu de l'Élysée, Elisabeth Pinault? Il est où, le ministre de l'Éducation? Est-il à l'Élysée ou rue de Gornel? De toute façon, Emmanuel Macron a repris en main, il n'a jamais vraiment lâché, mais l'éducation, la crise éducative, d'ailleurs, qu'on a vu lors des violences urbaines du début de l'été, c'était vraiment ça une des conclusions, a été reprise à son compte par le président de la République. C'était le principal sujet de son interview au Point. Et en effet, Gabriel Attal parlera sous le contrôle du président de la République sur ce sujet, absolument. Et peut-être que Brigitte Macron aura son mot à dire, mais enfin ça c'est un... Je suis pas sûr que ça le dérange d'ailleurs, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de choses spontanément à dire sur le sujet aussi. On s'interrompt quelques minutes, on parlera du Niger dans un instant et des Jeux Olympiques. Pour l'heure, il est 20h30 sur France Info, l'info avec Édouard Marguet. Ce sera un procès historique aux États-Unis. Donald Trump sera jugé à partir de mars 2024, l'an prochain à Washington, pour ses actions lors de l'élection de 2020 pour tenter de renverser la victoire de son adversaire Joe Biden. Ce procès aura donc lieu avant la prochaine présidentielle aux États-Unis à laquelle l'ex-président est candidat. L'Union européenne exprime son plein soutien à l'ambassadeur de France au Niger face aux militaires qui ont pris le pouvoir. Bruxelles estime que la décision des putschistes d'expulser le représentant français est une nouvelle provocation. L'Union européenne qui doit se préparer à un élargissement. Le président du Conseil européen Charles Michel dit en tout cas que l'UE doit être prête à intégrer de nouveaux membres d'ici 2030. Une réunion à l'Élysée demain matin pour préparer l'avenir. Emmanuel Macron réunit Elisabeth Borne et 11 ministres en vue de la rencontre de mercredi avec les chefs des partis représentés au Parlement. Le président tente d'avancer sur des projets de loi à venir, voire de référendum, lui qui n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux qualifie de crétins décérébrés les manifestants qui ont dégradé le palais de justice d'Aurillac. Éric Dupond-Moretti évoque 250 000 € de dégradation. 1 millier de personnes ont défilé il y a 2 jours en marge du festival de théâtre de rue pour soutenir une femme poursuivie par la justice pour s'être promené seins nus dans les rues de la commune du Cantal. Les matchs s'éternisent pour 2 Français à l'US Open de tennis. Richard Gasquet joue un 5e set contre le Hongrois Marocian. Le Biterrois est mené 4-2 dans cette 5e manche. Et Adrian Manarino joue actuellement un 4e set. Le Français a remporté 2 manches à 3. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili, Bérangère Bonte. Avec ce soir, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Aujourd'hui en France, Jonathan Pouchet-Peterson, éditorialiste politique à Libération. Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée et à Matignon pour Reuters. L'ambassadeur de France au Niger, donc, reste en place. Discours très offensif d'Emmanuel Macron qui s'exprimait devant les ambassadeurs et qui rejette l'ultimatum des putschistes qui a pris fin hier soir. On doit être clair, cohérent. Cohérent.
Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. Voilà, le président Bazoum, qui est le président déchu du Niger. Ce soir, l'Union européenne exprime son plein soutien à Sylvain Ité, l'ambassadeur français, face à la junte. Donc Jean-François Aquili, Emmanuel Macron n'a pas l'air de considérer que la France est en situation d'échec. Alors, d'un point de vue factuel et d'un point de vue militaire, je ne sais pas si on peut parler d'échec. En tous les cas, la France, elle recule, même si elle reste à Niamey malgré les pressions de la junte. Alors, vous l'avez entendu, Nicolas Sarkozy dit ni paternalisme, ni faiblesse, parce que sinon on n'est nulle part. C'est presque un aveu. La France est presque nulle part désormais au Sahel. Cette influence, elle recule au fil des putschs. Burkina Faso, Mali, à présent Niger, jusqu'où ça va aller? Il y a eu les 2 opérations, Serval, Barkhane, 2013, François Hollande, qui c'était le plus beau jour de sa vie, heureux de prendre cette initiative pour barrer la route on va dire, aux voitures de guerre des islamistes, pour contenir cette insurrection qui allait gagner tout le Sahel. Alors les pertes françaises, 58 militaires tués, dont une femme, des officiers, des sous-officiers, des hommes du rang. Nous avons payé un lourd tribut pour se retrouver 10 ans plus tard traités une fois de plus de puissance coloniale. Emmanuel Macron, devant les ambassadeurs, vous le disiez, Bérangère, donc réfute, une fois de plus, il avait déjà dit depuis l'Élysée, cette notion d'échec. Si la France n'était pas intervenue, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus dans leur intégralité territoriale. Il a sans doute raison, Emmanuel Macron. Même si la France est priée de partir sous la manipulation, ça a été le cas au Mali, de la propagande Wagner. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et pour finir, Emmanuel Macron soutient au président Bazoum, qui n'a pas démissionné officiellement. Il soutient la solution diplomatique de la CEDEAO, voire militaire, et il regrette au passage que les États-Unis et puis certaines capitales comme, on va dire, Berlin ou Rome en Europe privilégient la démocratie à tout prix en refutant l'option militaire. Emmanuel Macron, lui, il veut rester parce que la France, elle joue sa crédibilité en Afrique sur la scène internationale. Elle joue son rayonnement. Bonsoir Jean-Christophe Rufin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien ambassadeur au Sénégal, en Gambie, administrateur de l'IRIS et surtout observateur et grand connaisseur de cette région. Manifestement, Emmanuel Macron veut tenir. Comment vous comprenez cette décision de la France de maintenir son ambassadeur en place? Je pense qu'elle est très tardive, si vous voulez, parce qu'il faut se souvenir d'Emmanuel Macron 2017 à Ouagadougou, se faisant acclamer en disant il n'y a pas de politique africaine de la France. Et malheureusement, en effet, il n'y a pas de politique africaine de la France. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que on agit de façon très réactive. À chaque recul, on oppose une résistance, mais quand la résistance est là, c'est que déjà la situation a dégénéré. Donc, si vous voulez, on peut considérer que sur le Niger, il y a un point de résistance encore possible. Moi, je n'en suis pas persuadé, d'ailleurs. Je pense que les points de résistance aujourd'hui, c'est plutôt le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Tchad, qui sont des pays un peu solides autour du Sahel. Mais malheureusement, on arrive bien tard. Jean-Christophe Rufin, sur les images que nous diffusons sur France Info, le canal 27, nous voyons ces manifestants à l'approche de la base française à Niamey qui réclament le départ des 1500 soldats français. Il y a en même temps 1000 soldats militaires, donc des Américains, qui sont également sur place. Personne ne réclame leur départ. Comment est-ce que vous expliquez ce 2 poids 2 mesures ? Je pense que, si vous voulez, la France a payé d'une certaine manière sa fidélité à ces pays. C'est-à-dire que nous sommes restés pendant des années d'une façon
assez ouverte en fait. Alors on dit colonial, post-colonial peut-être, mais en tout cas, la France a fait quand même beaucoup d'efforts dans les temps précédents. Vous avez mentionné les pertes des différentes opérations qui ont été menées au Mali. Donc il y a une sorte aussi de désespoir et même de rancœur par rapport à l'échec de la France dans ses ambitions. C'est-à-dire que nous avons mené ces opérations sans leur donner, à mon sens, tous les moyens pour véritablement triompher. Et effectivement, quand des gens sans scrupules comme Wagner sont arrivés, eh bien, les Africains sont allés, j'allais dire, sinon au plus offrant, du moins au plus performant. Alors les Américains, là-dessus, ont toujours une politique beaucoup plus ambiguë que nous. Ils sont aussi en Algérie, ils ont des bases dans le sud de l'Algérie, des bases, une présence militaire en tout cas. Ils ont toujours été, j'allais dire, moins exposés parce que nous avons cette histoire pour le meilleur et pour le pire avec l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de retournement, mais il faut quand même insister sur le fait que ça n'est pas partout. C'est-à-dire que il y a encore des pays où, j'allais dire, nous sommes les bienvenus. Et je crois que c'est sur ces pays qu'il faut vraiment insister pour éviter d'arriver comme au Niger ou comme au Mali ou comme au Burkina trop tard. Vous diriez que les Français se retrouvent bien seuls au Niger, qu'il est un peu tard pour y rester ? Moi, je suis assez pessimiste. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, on a laissé une situation évoluer, pourrir. L'ambassadeur, d'abord, il faut souligner ça, peut-être une petite parenthèse sur le travail de ces diplomates qui sont vraiment... alors, les diplomates, on les voit toujours avec les Ferrero Rocher et les petits fours, mais je veux dire, c'est un travail engagé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans des circonstances comme celle-là, prennent des risques personnels. Donc ça, il faut vraiment le saluer. Mais je pense qu'en effet, la situation au Niger est très, très dégradée et je ne vois pas comment on peut la redresser. Parce que si on intervient en tant que ex-puissance coloniale, il y aura un rejet massif. Et l'intervention de la CEDEAO, on a vu qu'elle était quand même très hypothétique, à supposer que les armées africaines veuillent se mobiliser. Il faudrait encore qu'elles en aient les moyens, et c'est assez peu probable. Donc tout ça me laisse penser que, malheureusement, en ce qui concerne ces trois pays, Mali, Niger, Burkina, la situation est malheureusement, quelle que soit la fermeté affichée, parce que c'est toujours facile de dire on va être très ferme, enfin, les moyens qu'on peut mettre en œuvre sont très limités. Et vous êtes très pessimiste. Merci à vous, Jean-Christophe Rufin. Et à 20h40 sur France Info, le fil info Emmanuel Langlois. La date est désormais connue. L'intersyndicale qui avait mené toute la bataille contre la réforme des retraites appelle à la mobilisation le vendredi 13 octobre pour les salaires, l'égalité hommes-femmes ou encore contre l'austérité, expliquent les syndicats. Une grève d'un mois a débuté, elle, à l'hôpital psychiatrique de Cadillac en Gironde contre la fermeture d'une vingtaine de lits sur 90 dans l'unité pour malades difficiles. L'UMD, d'ici à la fin du mois de septembre, l'ARS, l'Agence régionale de santé, elle qualifie la mesure de temporaire et évoque un problème de recrutement. Les syndicats demandent de leur côté un moratoire et un arrêt des fermetures. On connaît désormais le lieu de son initiative politique d'ampleur. C'est à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qu'Emmanuel Macron recevra après-demain, mercredi, les partis représentés au Parlement dans le cadre de l'après-midi de travail qui pourrait notamment décider de l'élaboration d'un référendum. Le trafic des trains et des poids lourds va rester suspendu plusieurs jours entre la France et l'Italie après un spectaculaire éboulement de rochers. Ça s'est passé ce matin en vallée de Maurienne, dans le département de la Savoie, après un épisode caniculaire suivi de fortes pluies ces derniers jours. Et puis en Espagne, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée dans l'affaire du baiser volé du patron du football espagnol sur Jenny Hermoso. La championne du monde avait nié vendredi tout consentement et on apprend ce soir que la mère de Luis Rubiales a commencé une grève de la faim pour dénoncer ce qu'elle appelle le harcèlement subi par son fils dans cette affaire. France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Akili, Bérangère Bonte.
Avec Elisabeth Pinault pour Reuters, Henri Vernet du Parisien, Jonathan Boucher-Peterson de Libération. Tous les trois, la question, vous avez entendu évidemment Jean-Christophe Rufin. On a le sentiment que c'est peine perdue, et que si lui était aux affaires finalement, il faudrait partir. La situation est pour le moins délicate au Niger. Emmanuel Macron y a passé son été. Pour l'instant, la France... Sur le Niger, pas au Niger. Oui, sur le thème du Niger, oui. Absolument. Depuis le coup d'État du 26 juillet, la France s'accroche à cette différence qui est l'absence de démission du président Bazoum, pour l'instant. Ce président n'a pas démissionné, donc il y a encore des autorités légitimes que la France seule reconnaît. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a maintenu son ambassadeur ce week-end en disant nous, il a été nommé par les autorités légitimes, donc on garde et nos 1500 soldats et notre ambassadeur. Il y a bien sûr cette campagne contre la France, cette campagne très virulente, y compris sur les réseaux sociaux. C'est très très puissant. C'est soutenu par la Russie. C'est dans toute la région et ça participe de cette situation particulièrement délicate de la France qui s'en remet à la CEDEAO pour une éventuelle très hypothétique intervention militaire pour éviter cette contagion, parce que c'est bien le problème, y compris pour les capitales. On a même entendu, par exemple, le président ivoirien Alassane Ouattara être plutôt en faveur d'une intervention parce qu'il sait très bien qu'il peut y avoir contagion à d'autres pays et ce serait ennuyeux, pas que pour la France. Là, ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique pour toute la région, pour d'autres pays et d'autres puissances. Jonathan Boucher-Peterson, très bonne analyse sur le Niger dans Libération ce matin. Vous dites quoi ce soir? Que quelque part, ce départ des Français est un peu inéluctable? Oui, on a quand même le sentiment que la position française dans le cap qui nous intéresse, elle est juste et qu'en même temps, c'est la fin d'une époque. Que c'est la fin, même si Emmanuel Macron peut proclamer d'autres choses, peut continuer à se projeter dans des partenariats non empreints de paternalisme. On sent qu'il y a une page qui se tourne peut-être. Et je pense qu'il faut distinguer les deux périodes. 2013, quand François Hollande décide de répondre à l'appel du Mali face à des colonnes de djihadistes, honnêtement, personne ne le conteste. Et c'était la solution, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Après, voilà, les opérations, elles ont quand même été ponctuées par une forme voilà, tout le monde s'est retrouvé embourbé là-bas sans réel projet. Et on a le sentiment que le Burkina, on a levé un sourcil. Le Mali, on s'est dit et le Niger, c'est déjà beaucoup plus important. Donc, la réaction et le sujet prend une importance supérieure. Mais encore une fois, voilà, la France n'est plus seule sur place. Il n'y a plus de précarés français. Il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Russes. Chacun joue sa partition, plus ou moins économique, plus ou moins propagandiste. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi réinventer. Il ne suffit pas de dire « je suis un jeune président, on va faire différemment ». A priori, on n'a pas vu grand-chose de différent des gouvernements précédents. Henri Vernet, qu'est-ce que ça peut être, se réinventer? Il faut que la France... Que peut faire la France? Jean-Christophe Rufin laisse entendre que l'idée peut-être de se recentrer sur des pays solides. Oui, mais qui ne sont pas si solides que ça, parce que Jean-Christophe Rufin, les 3 pays qu'il a énumérés, le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, même dans ces pays qui sont considérés comme plutôt modérés, qui pour l'instant ne sont pas trop, parce qu'ils le sont quand même, pénétrés par des mouvements djihadistes, parce qu'ils y sont quand même au Sénégal et au Tchad bien évidemment, mais également en Côte d'Ivoire. Même dans ces pays-là, on pointe déjà un discours anti-français. Il s'est répandu à travers toute l'Afrique. C'est l'opération Barkhane, toujours l'opération Barkhane, mais aussi tous ces relents cultivés par bien des régimes. Vous savez, c'est toujours la même chose. C'est particulièrement vrai en Afrique du Nord, en Algérie, mais c'est également vrai dans pas mal de pays africains. C'est-à-dire que quand les choses vont pas bien, on tape un peu sur l'ancien colonisateur français. Et donc, ce discours commence à prendre. Mais surtout, ce discours a été extrêmement amplifié, relié, déformé par les trolls, par les milices Wagner et sa machine à propagande extraordinaire sur le territoire africain. Et tout cela, ça a provoqué ce qui s'est passé au Mali, parce qu'au Mali, on est parti. Et c'est là qu'était le gros du dispositif. On parlait de 5000 hommes au Mali. Le Niger, c'est le dernier élément qui reste, mais au Mali, la junte, les putschistes, il y a quand même eu 2 putschs que la France n'a pas vu venir, d'ailleurs. C'est aussi ça une des différences. C'est peut-être ce qu'évoquait à un moment Christophe Rufin, une différence entre les Français et les Américains. Il faut reconnaître que les Américains ont quand même, en Afrique, eu un contact peut-être plus direct avec nous la société civile. Nous manquons de renseignements. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, il y a eu 4 putschs.
aucun de ces 4 putschs n'a été prévenu, n'a été décelé, que ce soit par la DGSE sur place ou les temps ont changé. Hein. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que les Américains... On les accompagnait parfois. Oui, mais ça, c'était la vieille époque. Voilà, mais c'est ce passif qui pèse. Un atavisme. Mais c'est vrai que les Américains, d'autres, ont un contact plus direct avec la société civile, parfois pernicieux, parfois malsain. Le contact de Wagner, par exemple, ou ce qui restera de Wagner, on verra bien quand sera le futur Avatar. Mais tout cela est en effet plutôt malsain, malhonnête, tout à fait intéressé, mais il se trouve qu'aujourd'hui cette propagande-là marche. Donc moi, ce qui m'a frappé ce matin, juste un dernier mot là-dessus, il était très ému, je trouve, Emmanuel Macron, quand il a évoqué ce passage-là. Il était en effet combatif, mais il prenait ça à cœur, ça se voit. Simplement, par quels moyens la France pourra-t-elle s'imposer, rester? Ça, je ne vois pas très bien comment. Les informés, on arrête pour ce soir sur le Niger, mais évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. On voulait évoquer les Jeux Olympiques dans un an, les Paralympiques dans pile un an. D'ailleurs, la France a-t-elle encore les moyens de devenir cette terre de sport qu'Emmanuel Macron a appelé de ses voeux? Il était engagé même devant les athlètes quand il rentrait de Tokyo. Ils avaient adoré. Il y a 3 ans, ils s'en souviennent bien. Et quelques semaines plus tard, d'ailleurs, on va l'entendre, il visitait les chantiers olympiques et il avait réitéré ce souhait. Faire de la France une grande nation sportive, notre premier devoir, c'est d'être au rendez-vous de l'excellence et de notre exigence. Que ce soit des jeux magnifiques, que ce soit des jeux qui ramènent plein de médailles, que ce soit des jeux qui montrent notre excellence en matière sociale et environnementale, que ce soit des jeux qui créent des emplois, qui créent des logements. Voilà, Emmanuel Macron, le 14 octobre 2021, Jean-François Akili. On sort d'un week-end plutôt noir, hein, disons-le, pour le sport olympique français. Une médaille aux mondiaux d'athlétisme à Budapest. Une seule, voilà, in extremis hier soir. L'élimination des basketteurs français aux mondiaux de Jakarta. Vous receviez tout à l'heure Amélie Oudéa-Castéra, la ministre sur France Info. Qu'est-ce qu'elle en dit aujourd'hui à un an des Jeux? Alors, Amélie Oudéa-Castéra reçoit demain les patrons de la Fédération française d'athlétisme. Hein. Le basket n'est pas concerné par ces réunions pour tenter de trouver une solution d'ici un an. C'est-à-dire que c'est très compliqué de bâtir des champions en une seule année. Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous allez leur dire demain matin? J'ai noté quelques éléments de réponse de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Elle dit... une réunion qui devrait être franche, utile pour se dire les choses, regarder devant. Voilà, je vois que Jonathan Boucher-Peterson acquiesce. C'est le chemin de la victoire qui s'ouvre là. Il y a eu des blessures et des espoirs, tout n'est pas négatif. Qu'est-ce qu'il faut activer en un an? Alors, dans le sport, dit-elle, des choses peuvent se débloquer rapidement. Elle croit en la capacité d'optimisation sur le court terme. Voilà. Elle ne croit pas au vide générationnel. Plus sérieusement, elle dit qu'il y a des grands champions, citant Kylian Mbappé pour le foot ou Victor Wembanyama pour le basket. Mais nous ne sommes pas encore une nation suffisamment sportive, ça c'est important. Amélie Oudéa-Castéra dit qu'il faut développer le sport à l'école, démultiplier les sections sport-études, inscrire plus fortement le sport dans le quotidien. Donc, ce sera une réunion d'explication. Je pense qu'il va falloir compter l'an prochain sur le public français pour porter nos athlètes, essayer de faire en sorte qu'ils se surpassent. Voilà. Et on verra si les médailles et le sport à l'école, le sport dans la société, c'est compatible en termes d'objectifs. D'abord, le fil info, Emmanuel Langlois, il est 20h50. L'Union européenne exprime ce soir son plein soutien à l'ambassadeur de France au Niger, toujours en poste alors que les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays ont demandé son départ. L'UE ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch au Niger, rappelle ce soir Bruxelles. Éric Dupond-Moretti lui estime à 250 000 € les dégradations commises avant-hier au tribunal d'Aurillac lors d'une manifestation. Le garde des Sceaux qui dénonce au passage des crétins décérébrés quant aux auteurs de ces incidents. Ils ont éclaté alors qu'un millier de personnes défilaient samedi après-midi dans la préfecture du Cantal pour soutenir une jeune femme poursuivie en justice pour s'être promenée seins nus en ville la veille en marge du festival de théâtre de rue d'Aurillac. Au Japon, le Premier ministre condamne les jets de pierre qui ont notamment touché l'ambassade et des écoles nippones en Chine depuis jeudi dernier, jour du début du rejet en mer des eaux de la centrale nucléaire accidentée
de Fukushima. En réaction, Pékin avait suspendu dès ce jour-là toutes les importations de produits de la mer en provenance du Japon. Et puis l'US Open de tennis, Richard Gasquet s'incline dès le premier tour en 3-7 face au Hongrois Fabien Marozsan. Le Français boucle une saison sans la moindre victoire en Grand Chelem. Et puis ses compatriotes Fiona Ferro et Varvara Gracheva, toujours à l'US Open, sont également balayés dès le premier tour. France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili, Bérangère Bonte. Avec Elisabeth Pinault, Jonathan Boucher-Peterson, Henri Vernet et Jean Galfionne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Champion olympique de perche Atlanta 96, avec cette barre à 5,92 m. Ça vous inquiète à un an des JO, le week-end qu'on vient de passer? Oui, mais on est. Moi, je suis inquiet depuis quelques années, on va dire. J'ai cru comprendre. Et je ne suis pas le seul. Je pense que tous les gens qui connaissent l'athlétisme profondément ont été un petit peu surpris de la stratégie mise en place pour arriver aux Jeux Olympiques en étant une nation forte et une vitrine du sport français. Le sport, l'athlétisme est le numéro 1 en termes de sport olympique. Et oui, on est triste surtout. Moi, je suis triste. Jean Galfionne, qu'est-ce que la ministre peut attendre demain des patrons de la Fédération française d'athlétisme, à vos yeux? On ne va pas inventer des champions un an. En effet, on va essayer de comprendre comment on peut optimiser, comme dit la ministre, le potentiel de chaque athlète. Bien sûr, il y a des points positifs, mais le problème, c'est qu'il y a une densité d'athlètes qui n'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de finalistes. Il n'y a que 4-5 finalistes au niveau de l'équipe de France. Il n'y a pas beaucoup de réserves. Alors, en effet, comment on fait de haut niveau? Comment on a un justement de champion? Comment on peut se transformer en une année? Je ne sais pas s'il y a les réponses. La fédération n'a fait depuis pas mal de temps sans crise. Déjà, il y a 12 ans, il y a un remaniement de la fédération. On est au même point. Donc, peut-être rappeler les gens qui savaient faire des résultats il n'y a pas si longtemps. Concrètement, comment on les aide, ces athlètes, ces cadres, ces entraîneurs aujourd'hui? Il y a deux questions en fait. Il y a tout de suite, d'ici un an, qu'est-ce qu'on fait? Et puis à plus long terme, où est-ce que ça pêche? Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Est-ce qu'on n'a pas ciblé les bonnes fédérations? À toute évidence, c'est une mauvaise stratégie. Il y a l'agence nationale qui a été mise en place il y a quelques années. Et la stratégie mise en place pour développer, en tout cas, que je connais, à très haut niveau, n'a pas fonctionné. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, la Fédération française d'athlétisme, on n'est pas dans les sports, les pratiqués en France. Donc, en termes de densité, c'est pas une grosse, très représentant. C'est un sport essentiel avec la natation, la gymnastique, l'athlétisme, un sport de base qui doit vraiment pratiquer à l'école. On le pratique de moins en moins à l'école. Il y a des clubs, on a au niveau ordinaire avec beaucoup de bénévoles. Mais quel moyen de ces bénévoles à l'entraîneur, comment on fait la détection, comment on fait de l'animation, comment on va chercher les nouveaux talents, donner envie en tout cas de pratiquer. Ça, c'est une grande question. Jean Galfionne, merci beaucoup. La liaison n'est pas excellente, mais on a bien compris à la fois votre pessimisme et puis le fait qu'il y a sans doute des choses à faire peut-être pour la suite et peut-être quand même pour limiter les dégâts. Messieurs, dames, autour de la table, comment on limite les dégâts? L'objectif d'Emmanuel Macron, terre de sport, il ne peut pas non plus s'en affranchir. Il n'est pas du genre à capituler. Non, mais il y a deux choses. Il y a être un pays sportif et être un pays, même si c'est lié, ce n'est pas la même temporalité. Être un pays sportif. Incompatible? Non, pas incompatible, mais ça ne se construit pas au même rythme. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, dans la rentrée prochaine, dire il y aura tel type d'enseignement. Ça change du jour au lendemain la vie quotidienne des élèves dans leur rapport au sport. En revanche, un champion, ça se construit. Ça se construit sur le long terme. Dans son esprit, c'était les deux. Oui, mais dans son esprit, c'est les deux. Et puis ça dépend de lui, en plus, dans son esprit, alors que c'est quand même plus compliqué que ça. Mais c'est juste pour dire, l'athlétisme, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué pour le sport français. On n'a jamais fait des moissons de médailles folles aux mondiaux. Donc là, on a évidemment une vitrine qui est un peu angoissante. Mais si on pense à la natation, si on pense au handball, si on pense au volleyball, si on pense au judo, oui, il y a des chances de médailles pour la France aux Jeux Olympiques.
en athlétisme, à part quelques champions qui ont rayonné à certaines époques de l'histoire, on ne peut pas dire qu'il y a eu un miracle français dans l'athlétisme ces 20 dernières années. On va leur rendre ça, effectivement, mais il y a toute une série de fédérations. Le cyclisme sur piste, par exemple, a toujours fourni énormément de médailles, et là, visiblement, il n'y a pas de relève. Même le basket a eu des bonnes performances olympiques, alors que là, ils se sont plantés ce week-end. Donc, voilà, tout n'est pas à jeter. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça dépend plus des athlètes dans l'année qui s'annonce que de la volonté d'Emmanuel Macron ou de l'empowerment de la ministre, quoi. Mais Henri Vernet, sur ce pessimisme à un an des Jeux, attendons peut-être, vous dites ce soir ? Mais attendre quoi ? Attendre un miracle, croiser les doigts. L'athlétisme, ce sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Oui, mais c'est quand même un. Enfin, je voyais justement dans mon journal, le Parisien ce matin, on relevait quand même que c'est un sport universel dans la mesure où là, au dernier championnat, 43 pays ont obtenu des médailles, ce qui montre quand même que c'est oui, au moins une. Ce qui montre que c'est quand même assez partagé. Et c'est vrai que la France est quand même malgré tout un grand pays par sa démographie, n'a pas du tout la place qui correspond. Donc c'est vrai qu'il y a une faiblesse structurelle, historique, traditionnelle. On se dit que le vivier chinois ou indien a quand même toutes les chances d'être. Non, mais bien évidemment, d'accord, mais pas à population comparable. Par exemple, regardez les Britanniques, le fossé a toujours été énormissime entre nous et les Britanniques. En athlétisme, mais dans les sports collectifs, on n'a jamais vu un Britannique, quoi. Oui, mais enfin, eux sont mais chacun sa culture aussi. Mais bref, c'est aussi une question de culture, c'est aussi une question. Apparemment, c'est peut-être aussi une question quand même de la manière de travailler de la fédération avec les différents entraîneurs, méthodes d'entraînement de champions. Elle a du mal, si j'ai bien compris, à lâcher un peu la bride parfois, à laisser, comment dire, des coachs qui prennent vraiment des talents, à les laisser faire un peu leur méthode comme font d'autres pays. Le mot de la fin. Écoutez, en tout cas. L'été prochain, les Français joueront à domicile. Espérons que ça va les aider. Et surtout, ce que je note, c'est l'énorme pression sur la France avant ces Jeux Olympiques, à tout point de vue, organisationnel, sécuritaire, sportif. Et ça va aller croissant et ça va être tous les jours maintenant. La une du Parisien demain avec vous, le Parisien aujourd'hui en France, Henri Vernet. Alors c'est un autre sport national, c'est la fin cette fois annoncée des régimes spéciaux de retraite. On revient sur les retraites. La fin presque cette fois actée des fameux régimes spéciaux. Jonathan Boucher-Peterson à la une de Libération. Je crois qu'elle n'est pas encore faite, mais je sais que l'événement du journal est sur Haïti, un autre pays dont on ne parle pas assez souvent et qui a bien des problèmes. Haïti à la une de Libération. Et merci à tous les trois, Elisabeth Pinault également pour Reuters. Les informés, c'est fini pour ce soir. Ils reviennent demain matin avec Salia Braclia et Renaud Dely dès 9h. Bonne soirée sur France Info.